Parce que toi, alors, la souveraineté, ça c'est... Alors pour en revenir à la souveraineté. Ah ouais, parce que ça, t'en parles beaucoup, c'est un sujet important. Mais bien C'est le sûr. cœur un peu, C'est on pour va ça que dire. même là-dessus, je ne suis pas démocrate. Je ne vends pas la souveraineté. De toute façon, l'homme politique qui fait ça, il le vend à qui alors? Il le vend au marché. Donc il découpe en petits bouts, il le vend à un pays étranger, ça s'appelle de la haute trahison. À qui est-ce qu'on peut vendre ça? Ça n'a pas de sens. Donc on ne la vend pas. Et mais c'est pour ça que dans un système où tu as la subsidiarité, de toute façon, ça ne peut pas se produire. Là encore, on invente des problèmes, quoi, aujourd'hui. Si tu peux régler un problème à une échelle n, tu vas pas monter à un niveau n+1. Tu restes au niveau où tu es. Ouais, C'est-à-dire, c'est du bon sens. c'est du Hein. bon sens. Ouais. Y a pas à réfléchir. Hein. Non, c'est du bon sens. Mais parce que, bon, justement, cette souveraineté mise à mal par le... Alors, on peut parler des différents domaines Ouais. dans lesquels elle est mise à mal, et on peut parler des autres vampires de la souveraineté. Il n'y a pas que l'Union européenne. Ah oui, alors vas-y, parlons des autres, parce que bon, l'Union européenne, en plus, bon, il y en a beaucoup qui sont très informés sur l'Union européenne, qui nous regardent oui. et qui n'ont plus de doute de Oui, sa alors nocivité. de toute façon, l'Union européenne, moi je le détaille dans le livre, il y a 8 ou 9 chapitres où je réponds à des arguments qu'on entend tout le temps. Par exemple, l'Europe c'est la paix. C'est On voit. Alors en plus, 2011, aujourd'hui, c'est pire. Hein. Bon. Bon, il y avait déjà eu la Yougoslavie, il y avait eu, bon. Mais aujourd'hui, on nous prépare la guerre en fait. Hein. Ah oui, Bon. là, Hein, c'est-à-dire, la formule de François Mitterrand pour prendre ouais. voilà, la diction de Gaulle, où il disait le nationalisme c'est la guerre. C'est même pas sûr. Peut-être. C'est vrai que parfois, il peut y avoir un nationalisme agressif. Mais c'est pas pour autant que l'absence de nationalisme, c'est la guerre. Donc les slogans comme ça, faut se méfier. Hein. Là aussi, c'est manichéen, mais non, quoi. La réalité n'est pas là. J'entendais Éric Zemmour l'autre jour dire un truc marrant, il disait il terminait une chronique sur RTL, et si le multiculturalisme, c'était la guerre. Ça marche aussi. On peut le faire avec tout, même Oui, quelque dire, part, voilà. c'est un peu donc fourre-tout, voilà, là aussi il faut rester bon. Donc l'UE c'est la guerre. L'UE, ça nous aide économiquement, bien sûr. Bon. Ouais. Par exemple, on parle de la PAC. Hein, la PAC, on parle donc, du budget que nous donne l'Europe pour la politique agricole commune. En fait, c'est ce qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'on lui donne une grosse partie, je crois que c'est 19 milliards, elle nous en rend 6 ou 7. Et les mecs coupent le début du film. L'Europe nous donne 6 ou 7 milliards. Ouais, mais avant, on était à moins 12, tu vois. Donc, c'est notre pognon. Ce que beaucoup de gens ignorent, d'ailleurs. Voilà. C'est bien de le rappeler Donc, bon, souvent. moi, je donne des exemples là-dessus, voilà. j'explique tout ça. Ou alors, l'union fait la force. Peut-être, sauf qu'il n'y a pas d'union. Par exemple, au moment de la guerre en Irak, on a bien vu, il n'y a pas d'union. Oui, Les uns veulent y aller, les autres veulent pas. Et c'est pour ça même tout à l'heure, quand tu me parlais justement de cette civilisation européenne, on voit qu'à l'intérieur de ces nations, Bien sûr. il y a des Mais contradictions. même dans les nations, à ce moment-là, totales. même dans les nations. Ouais, parce que Et là, surtout dans les pays fédéraux, où les lenders allemands, par exemple, ont beaucoup d'autonomie. En termes de fiscalité, en termes d'éducation. Les mecs, ils fixent leur programme scolaire par land, quoi. C'est un peu ce qu'on Alors qu'en France, sous la Troisième République, tu prends donc toute la République française, y compris les départements d'outre-mer. Et les colonies, oui, Euh, et tout le monde apprenait. Non, mais c'est pire, oui, non, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'à 14h30, chaque élève de telle classe, je sais pas, de 6e ou de 5e, à 14h30 fait une version latine, par exemple. C'était réglé à ce point-là, quoi. C'est tout l'inverse des Allemands. C'est vrai que c'est... La subsidiarité. Les Allemands, ils n'ont pas peur des transferts de souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà une organisation nationale et fédérale, surtout fédérale, qui empêche ça. Ils ont déjà leurs parlements locaux, leurs assemblées. Ils n'ont pas peur du transfert de compétences. Ils ne transfèrent rien. Sur le papier, ils peuvent signer, mais en vrai, Mais en plus... Et les Anglais, c'est pareil. Les Anglais, eux, c'est différent, mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas. Ils ont toujours des dérogations. Il n'y a que les Français qui se font couillonner, quoi, je veux dire. Parce que nous, on n'a pas... C'est nous qui apportons l'argent, bon, de moins en moins, parce qu'on est de moins en moins riches, mais enfin quand même, on apporte la majorité de l'argent, et on ne négocie rien au final. Donc on est les ânons de la farce. Parce que est-ce que ce système, justement, regarde, de Länder allemand et on va dire, de confédération, c'est ce qu'on nous impose via les eurorégions, et quelque part, c'est un système qui s'impose à la France, quoi. C'est ce que ceux qui ont étudié les textes allemands voient bien, c'est-à-dire que de base, ils ne sont pas rédigés en anglais, en fait, ils sont rédigés en allemand. C'est-à-dire ils partent du droit allemand.
Et en fait, c'est pour ça qu'on peut parler presque de pan-germanisme. Ils essaient d'imposer. Mais de toute façon, ils ont une mentalité impérialiste, les Allemands. On peut pas leur reprocher, il faut le savoir et s'en méfier. Les Français aussi avaient cette mentalité impériale. Rome aussi, c'était un grand empire, Rome. Eux aussi, ils imposaient leurs trucs partout. C'était plutôt bien reçu d'ailleurs, les Gaulois. Il reste plus de Gaulois aujourd'hui. Quand on m'explique qu'un Français c'est un Gaulois, un Français c'est un Latin. Le Gaulois a disparu. On peut le regretter, hein. C'est con, on a perdu, on s'est fait totalement romaniser. Peut-être quelque part en Bretagne, il reste des irréductibles. Ça leur fera plaisir. Mais tu vois, mais c'est vraiment à la marge, quoi. On me dit comment en sortir de l'Europe, on est coincé par les choix de nos politiciens véreux pour lesquels on a voté. Oui, mais ça, je veux dire, il faut pas s'emmerder avec le droit. Là, moi, je dirais encore ça. Le droit, c'est bien, mais à un moment donné, ça saute. C'est facile de revenir sur les lois. Soit quelqu'un reviendra dessus, soit ça se fera par le bas. Par le bas, ouais. Si ça se fait par le bas, ça se fera par la force, c'est-à-dire par la violence, simplement par un effondrement économique. On peut plus donner, on peut plus suivre. Il n'y a plus de fonctionnaires qui sont à même d'organiser. Parce que ça nécessite des armées de fonctionnaires, un système comme ça. Tu leur coupes les vivres, t'as plus rien. Tes normes, ils vont pas envoyer des inspecteurs pour voir si tu les respectes. Parce qu'aujourd'hui, tout est normé, quoi. C'est-à-dire les tuyaux de chasse d'eau, la taille des boudins, de plus en plus de trucs qui sont interdits. Ils voulaient même revenir sur les degrés de l'alcool de la chartreuse. J'ai vu, on peut plus mettre son petit feu de cheminée. Alors, mais encore une fois, tu vois, tout réglementé. C'est toute la norme. Non, moi je suis pas pour ça. Et quand les mecs en plus parlent d'autarcie, il y a un autre chapitre que j'ai fait là-dessus, c'est l'Union Européenne, sans ça, c'est l'autarcie. C'est-à-dire le choix encore une fois manichéen et le choix binaire entre l'Union Européenne ou l'autarcie. Mais qu'est-ce que c'est que l'Union Européenne? Dans ce cas, ça serait vivre en autarcie, c'est-à-dire qu'on ne va pas commercer avec des gens ou échanger culturellement ou linguistiquement ou ce qu'on veut, scientifiquement ou coopérer avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Mais c'est ça l'autarcie. C'est ça qui est très con. On peut très bien échanger avec des gens qui font autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va leur imposer notre modèle ou qu'on va se laisser imposer le leur. C'est ça qui est beau, c'est que normalement, il y a une diversité. Aujourd'hui, le système, de manière générale, parle de diversité à tout bout de champ, mais ce qu'il appelle diversité, c'est pas une vraie diversité, c'est en fait c'est une fusion, c'est un mélange, c'est un globi-boulga, c'est même pas une belle synthèse, c'est n'importe quoi. On uniformise tout par le bas, forcément, on fait une bouillie, on fait une purée, hein, c'est ce que Charles de Gaulle appelait la purée de marron européenne. La purée de marron. Il disait aussi, on fait pas d'omelette avec des œufs durs. Oui, c'est toujours un langage assez culinaire, mais c'est ça la France, d'ailleurs, c'est la gastronomie. On revient là, c'est charnel, là, c'est le terroir, tu vois, c'est des belles expressions. Mais c'est ça que ça veut dire, quoi. On parle de diversité, mais on tue la diversité. En fait, on ne laisse pas on laisse pas ces citoyens respirer, on laisse pas non plus les autres sociétés respirer. Moi, ce que je demande, c'est plus de liberté. Et puis, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Les mecs, ils vont te dire, alors on peut tuer, alors on peut exploiter les gens, mais non, mais de toute façon, ça va se régler tout seul. Hein. Le mec qui te fait trop chier, tu vas finir par t'énerver un petit peu, quoi. Si en plus ce mec n'a pas le pouvoir officiel, il n'est pas soutenu par une administration comme, j'ai tendance à dire comme aujourd'hui en France, ou moins caricaturalement comme en Union soviétique, ou en ex-RDA, où 50% de la population surveillait l'autre moitié, et on arrive vers des trucs... ça pouvait marcher qu'avec un État totalitaire, qui a la mainmise sur tout, avec des fonctionnaires partout, quoi. C'est un peu le sens qui est en train de prendre l'Europe. Mais bien sûr, mais ils sont obligés de faire comme ça, parce que vu que les gens n'en veulent pas, ils les contraignent. Et comme la contrainte seule ne suffit pas, il faut surveiller, il faut inspecter, il faut faire des contrôles, il faut aller voir si effectivement ta cuvette de chiottes, elle est bien de, je sais pas, le diamètre central, il est bien de tant de centimètres. Ils sont payés à ça, les mecs. Et pendant ce temps-là, il y a des guerres, il y a des crises financières. Alors ça, ils n'ont pas anticipé, par contre. Mais est-ce que tu crois que justement, la France, juste en sortant de cette Union européenne, elle va presque renouer avec d'autres justement, l'autre logique, comme tu dis, elle ne va pas s'enfermer. Alors, deux choses, ou trois. Première chose, je voulais dire, c'est que les Français ont voté nous en 2005. Je parlais tout à l'heure de l'impérialisme français, qui est latent, qui était... C'est la thèse de Zemmour, d'ailleurs, que la France a voulu remplacer l'Empire romain. Oui. C'est une thèse qui est assez iconoclaste dans le monde politique. Il y a peu de gens qui la soutiennent. Je pense que c'est pas faux. Notre empire, jusqu'à encore 60 ans, le démontrait. Hein.
Les Belges, ils avaient le Congo, nous on avait le reste. Hein. On se partageait le monde avec les Anglais. Hein. Même les Allemands avaient très peu de colonies, les Allemands. Les Italiens avaient l'Éthiopie, ou un bout d'Éthiopie. C'était que dalle. Si, la Guyane, ils se partageaient un peu la Guyane, il y avait la Guyane française, il y avait... mais on avait quasiment toute l'Afrique, on avait une partie de l'Asie, les Anglais aussi avaient l'Inde, avaient une partie de la Chine. Mais on était des impérialistes. Il ne faut pas se le cacher. Oui, bien sûr. Donc on l'est sûrement resté aussi. Moi, je ne le suis pas au sens où je ne veux pas imposer mes normes, mais il faut l'être un peu, peut-être, pour savoir se défendre quand même. Quoi. Si tu ne l'es pas du tout, tu risques de te faire écraser. C'est comme tout, il faut un juste milieu. Mais donc, en tout cas, donc l'Union européenne n'est pas le seul, en termes de souveraineté, le seul vampire, le seul parasite. Il y a toutes les... Et ça, c'est même si on en sort, tu as encore d'autres féodalités internes qu'il faudra peut-être abattre. Je donne les exemples de toutes les autorités aujourd'hui d'experts, les autorités qu'on appelle indépendantes, qui ne sont pas tant indépendantes que ça quand on regarde un peu, qui sont en fait ce que Zemmour appelle aussi la dictature des juges. Alors soit on leur donne le statut de juge, et ils vont trancher dans des cas particuliers, administratifs ou commerciaux, ou alors ils vont carrément servir de schtroumpf à lunettes. Et c'est eux qui vont faire la morale. Ils vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais eux non plus n'auront été élus par personne, de par leur prestige personnel ou académique ou médiatique, simplement, des fois uniquement, qui est usurpé, quoi, qui est volé. On va leur faire confiance, ils vont se réunir à 5 ou 6, ils vont pondre des règlements et après ils vont les faire appliquer. Ça existe de plus en plus, on fait des tas de commissions surtout. Généralement, c'est des anciens hommes politiques qui sont recyclés là-dedans. On leur dit... Alors lui, c'est pas un ancien homme politique, mais il a un statut particulier. Attali, c'est le propagandiste du Nouvel Ordre mondial en France. Mais t'as vraiment... Je pense à la commission Balladur, par exemple. En 2008 et 2009, c'est eux, avec plein d'experts, je pense à Gérard Longuet, il y en avait plusieurs, ils ont fait des auditions pour faire la réforme des institutions et l'année suivante, en 2009, la réforme des collectivités territoriales. C'est là qu'ils ont réfléchi à la base à la suppression du département, par exemple. C'était l'idée de départ, ensuite ils étaient contre, finalement ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne idée, mais aussi pour des raisons politiques. Oui. Parce que eux-mêmes, les mecs sont eux-mêmes présidents de région, de département, tu vois, donc c'est compliqué. Mais même ils se sont rendus compte, il y a quand même... Moi, j'ai suivi un peu ces auditions à l'époque, j'étais surpris de voir que ils sont de bonne foi quand même, les mecs. Moi, j'ai écouté Balladur, qui présidait ces commissions, il était quand même de bonne foi, il savait pas trop, il réfléchissait à haute voix, tu vois, il évoluait, c'est-à-dire que ce qu'il pensait évoluait en fonction de ce qu'il entendait, des différents rapporteurs. Il n'est pas si dogmatique que ça veut dire que même eux se posent des questions, ils se posent peut-être pas les bonnes, ils sont tellement dans les habitudes du pouvoir et d'être au-dessus qu'ils n'ont plus le temps de vraiment réfléchir à autre chose. Ils sont dans le système et leur esprit s'est fermé au reste, il faudrait les rouvrir, bon ça prendra du temps, mais ils sont pas forcément de mauvaise foi. C'est ça qui est dangereux parce qu'ils sont prêts à aller au bout du coup, puisqu'ils croient vraiment. C'est même pas des hypocrites en fait, c'est pas forcément un bien. Hein. Tu vois, c'est simplement qu'il ne faut pas leur donner du pouvoir, quoi. C'est pas que c'est des salauds, pour ça que moi je leur en veux pas. Historiquement, ça s'est fait comme ça. On leur a donné les pouvoirs, et intellectuellement, ils ne peuvent plus s'en séparer. Et si tu continues à leur dire, bah, vous avez présidé des commissions, bon bah voilà. Ouais, Rocard aussi, on l'a vu souvent. Michel Rocard, je crois qu'il a critiqué certains choix européens qui ont été faits il y a des années, notamment depuis Maastricht, il y a quelques mois ou quelques années, peut-être moins de 2 ans. Je l'ai entendu dire à un moment donné, c'était pas une si bonne idée. Mais et très souvent, tu remarques qu'avant, quand ils sont... Parce qu'ils sont jamais retraités. Mais comme Giscard, il mourra en train de rédiger une future constitution mondiale, lui, hein, où tu vois, il s'arrêtera jamais, ce mec-là. Et donc les autres font pareil. Ils sont jamais retraités, ils ont peut-être plus de postes importants, mais ils donnent toujours leur avis, ils sont toujours dans des commissions. Giscard, on lui donnait beaucoup d'argent, il nous coûte cher. Hein, oui, ça à la marge, mais bon, oui, si il y en a qu'un, c'est pas grave. Mais bon, mais bah, il faut qu'il vive bien, ça se comprend, mais n'empêche que moi je suis prêt à le payer pour qu'il arrête, si tu veux. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que le problème, c'est pas ce qu'on paye, c'est ce qu'il fait, quoi. Calme-toi.
Bon, on va faire une petite pause, si la régie elle est prête évidemment. Donc on revient juste après, voilà. Et oui, j'ai vu les questions. De toute façon, c'est les questions que vous posez, ce sont des sujets qu'on va aborder. Donc merci, on se dit à tout à l'heure. À vous la régie. Voilà, de retour sur la libre antenne après les Amish. Et, donc, oui, voilà, on me dit les Mormons, les Amish. Ouais, on sait pas trop. C'est des Amish, je crois bien. Ah, je sais pas d'où ça sort, ça, cette discussion. Bah, c'est ce qu'on voyait, c'est le clip en fait. Ah, d'accord, autant pour moi. Il est où? T'es pas là, voilà, ça me troll un petit peu, Godrich. T'es pas là. Voilà, non, mais celle-là, on la sort tous les soirs, les gars. Il faut renouveler votre stock de blagues. Je blague. D'ailleurs, si t'as une blague à faire à un moment donné, il faut que. Ah, il faut buzzer. Oui, il faut buzzer parce que sinon tout le monde ne comprend pas. Ah, ils sont susceptibles. Attention, blague, il faut une pancarte derrière. Voilà, après il y a des susceptibilités. C'est ce que je leur ai dit, mais bon, ça, je sais pas, ça passe pas. C'est de l'assistanat, ça. Voilà, faut assister même les blagues, tu vois. Donc, triste époque. Alors, pour revenir au mondialisme, parce que c'est aussi tu parlais qu'il y avait d'autres organisations. Alors, et c'est vrai donc je parle des autorités indépendantes. Voilà. Il peut y avoir simplement des puissances qui se créent au fur et à mesure, que les rois de France, par exemple, à leur époque, méprisaient ad hoc quand ça se produisait. Un créancier, par exemple, qui devient un peu trop important, on finit par le zigouiller. Ou bien, tu penses aux Templiers avec Philippe le Bel? Oui, par exemple. Mais ça arrive à d'autres. Ou des individus qui ne sont pas forcément une organisation. Bon. S'il renonce pas à sa dette, par exemple, il va lui arriver des problèmes, quoi. L'État reste souverain. C'est ça, la souveraineté. Et donc, juste pour 30 secondes, pour dire justement quels sont les pans de souveraineté, je développe pas, mais simplement, je parle de tout. La souveraineté législative, la loi. Aujourd'hui, c'est plus de 90% des textes qui sont des transpositions de directives, ou bien directement des règlements européens. Ouais. Donc, il y a la justice. Ça peut être... aujourd'hui, en Europe, c'est la Cour de justice de Luxembourg qui a son mot à dire avec une jurisprudence qui intervient sur tout. Et une fois qu'il y a une jurisprudence, ça fait jurisprudence. Et une fois qu'il y a un arrêté quelque part, ça s'applique à chaque fois. Donc ça grossit, ça devient monstrueux. Il y a évidemment le territoire, c'est-à-dire Schengen, c'est-à-dire qui est-ce qui rentre ou pas sur le territoire, pour combien de temps, la politique des visas, etc. Il y a tout l'aspect évidemment monétaire. Bon, on n'a plus de monnaie. Donc la politique économique est quand même conditionnée en partie par la monnaie. Si on ne peut pas la bouger, si on ne peut pas la rehausser, la baisser, jouer avec quand ça nous arrange, comme font tous les pays en fait normalement, c'est un levier qu'on n'a pas. On n'a plus le budget. À l'époque où j'avais écrit le livre, il nous restait le budget. Il est parti. Il est parti avec le TSCG. Il est parti en 2013. Exactement, le TSCG. Qu'est-ce qu'il y a comme pan de souveraineté? Il y a militaire, plus grand chose. L'armée, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN maintenant. Les accords commerciaux, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est l'organisation commerciale du monde, comme disait Philippe de Villiers. Vous avez qu'est-ce qu'il y a là? Le FMI intervient encore pas trop. C'est plus pour les pays du tiers-monde, mais on se tiers-mondise rapidement. J'ai envie de dire, puisque maintenant ils ont leur mot à dire dans les budgets européens. Alors ça, c'est pas l'intermédiaire de l'Union européenne, c'est... Oui, on les salue, mais effectivement, du coup... Parce qu'avant, c'est vrai que FMI, on pensait, comme tu dis, plus pays du tiers-monde, etc. Mais depuis un certain temps, on a vu le FMI aller en Grèce, on a vu le FMI aller en... Absolument. Mais oui, les Grecs, alors eux, ils en bouffent. Enfin, si encore ils ont bouffé. Non, ils en sont mal. Il y a, qu'est-ce qu'on pourrait parler des aspects peut-être plus mineurs, mais... D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que, justement, selon toi, pour sortir de ce mondialisme, justement... Alors là, on est à l'européisme. On est à l'européisme, d'accord. Mais est-ce qu'il est presque indispensable, en fait, pour que ce soit efficace, aussi de sortir des autres organisations européennes? C'est pour ça que je disais, il y a l'Europe, qui est connue, que j'ai décrit, c'est la deuxième... En fait, il y a 3 chapitres dans le livre, juste pour le raccorder. Une petite partie sur la souveraineté, qu'est-ce que c'est? Une bonne partie... 3 chapitres, bonne partie sur l'européisme. Quand j'ai pensé le livre, je voulais m'arrêter là, et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose, donc j'ai fait la 3e partie sur le mondialisme, et donc j'ai dû changer le titre que j'avais envisagé, parce qu'en fait, j'explique finalement en quoi l'Europe n'est qu'un marchepied du mondialisme. Et en plus, ça permet de mieux saisir, déjà parce qu'il y a des rapprochements, c'est ce qu'explique Pierre Hillard, par exemple, le docteur Hillard,
en montrant les parallèles des autres blocs continentaux unifiés, des autres organisations comme l'UE, l'ALENA en Amérique du Nord, etc., qui sont basées sur le modèle européen, directement importés, directement copiés, avec souvent les mêmes hauts fonctionnaires internationaux, transnationaux, qui s'occupent de la médiation, des relations, qui expliquent comment ils ont fait, comment il faudrait qu'ils fassent, pour arriver au même résultat. Donc il y a une organisation globale, et je me suis dit que même si cette histoire de mondialisme, quand je l'ai écrit, n'était pas forcément comprise, ça permettait, si on monte un peu d'un cran, même si on ne comprend pas tout à l'échelon N+1, quand on comprend mieux ce qu'on a lu sur l'échelon N. Alors que si on s'arrête à l'échelon N, si on ne voit pas trop les implications supra, on peut être bloqué. C'est un peu comme en maths, vous faites des maths, vous êtes bloqué sur un concept, mais vous allez un peu plus loin dans le concept, c'est un peu plus compliqué, et même si vous ne comprenez pas ce que vous allez apprendre, enfin, pas tout de suite, avec le temps, mais vous allez mieux cerner le truc juste d'avant. Donc il faut toujours aller plus loin pour comprendre en dessous. C'est aussi pour ça que j'ai été au bout, quoi. Mais on voit clairement que l'UE ne sert qu'à ça. L'UE n'est pas une... Il faut bien comprendre que l'Union européenne n'est pas une fin en soi. Ça ne sert que de marchepied vers le mondialisme. Parce qu'en plus, est-ce que finalement l'Europe, c'est pas le continent par excellence où si cette organisation supranationale elle arrive vraiment à s'imposer comme ça contre les peuples, ce sera plus facile ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a des conditions plus faciles, j'ai envie de dire, qu'en Europe, au sens où... Mais ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était un de mes 3 trucs, et je vais le dire maintenant. Quand les Français votent non, 15 jours après, les Hollandais votent non. Ah oui. Les Hollandais n'auraient pas voté non. À 62%, encore plus que les Français. Nous, c'était 54, je crois. Voilà. Les Hollandais n'auraient pas voté non. Pas forcément, on ne peut pas refaire l'histoire, mais si les Français n'avaient pas voté non. Ça a dopé le nom hollandais, clairement. Et ça a dopé le nom partout. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté, d'ailleurs. Et Sarkozy avait avoué dans les couloirs à Bruxelles, il avait dit, je crois qu'il disait ça à Tony Blair à l'époque, s'il y a un référendum, on le perd. Donc faut pas le faire. Il a été moins courageux, mais quelque part moins con que Chirac. C'est-à-dire moins naïf, quoi. On arrête, parce que là, c'est la cata, ça va être partout. Là, il serait mangé, je crois, des noms absolument partout. Mais bien sûr. Peut-être même dans les pays de l'Est, où on nous dit souvent que les gens, ils aiment... Les pays de l'Est, il faut voir... moi, je connais plus le cas de la République tchèque, mais ça doit être par ailleurs, avec le président Václav Klaus, qui lui était un des leaders du non. Alors que les mecs sortaient du communisme, quoi. Et on leur propose le libre-échange, et en quelques années, ils se rendent compte que ça va pas, et ils repréfèrent non seulement le non, mais un non d'extrême gauche. C'est-à-dire que, si toutefois on considère que le communisme est à l'extrême gauche, les communistes ont fait des gros scores là-bas. C'est-à-dire que moins de 15 ans après la chute du mur et de l'URSS, à quelques années près, ça coïncide, et c'est pas par hasard d'ailleurs, ils sont prêts à se rejeter dans les bras des soviets. Quoi. Donc, c'est pour dire à quel point le choc a été brutal. Quoi. Parce que finalement, dans ces pays-là, ils sont passés évidemment à l'économie de marché du jour au lendemain, j'ai envie de dire. C'est ce qui s'est passé à la chute du RSS avec Helsinki. Voilà, c'est la même chose. Bon, c'est en plus petit parce que c'est moins grand que la Russie, mais un choc terrible. Oui, puisque d'ailleurs, c'est même Yannick Jaffray, qui est spécialiste de Poutine, qui a écrit un livre sur lui, qui disait que Poutine, justement, c'était l'homme qui avait un peu réhabilité le passé de l'URSS, et loin d'avoir jeté tout aux oubliettes, il avait compris qu'il était obligé de... C'était l'homme du KGB, quoi. Il faut quand même savoir que tous les mecs y étaient. C'est que je disais, quand je dis 50% des gens, ils travaillaient pour ça, bon, il y a une chance sur 2 qu'on trouve sur un ancien du KGB, ou peut-être pas le KGB, ça peut être le GRU, c'est encore pire, mais enfin, une des organisations militaires de renseignement ou de services secrets soviétiques. Ils étaient tellement nombreux là-dedans. Bon, Poutine, c'est pas n'importe qui non plus, attention. Pas n'importe qui, non, bien sûr. Mais ça aurait pu être il était ambassadeur en Allemagne. Dans un échelon moindre. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne connais pas bien pendant la chute du mur, il me semble bien. Ouais. D'accord. Donc, il y a ce cas. Enfin, ambassadeur ou agent de renseignement. Mais souvent, ils servent, les ambassadeurs officiels sont des agents de renseignement officieux. Officieux, je dis, dans le milieu, ils le savent. Mais de toute façon, les mecs qui sont même les agents doubles, on les laisse faire. C'est gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant, et ça marche. À moins que le mec fasse vraiment une grosse boulette, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on voit... Alors, regarde, faut pas être trop moraliste sur ces affaires-là, il y a souvent des puristes de trucs, mais non, parce que la diplomatie, c'est ça aussi. Ce que tu dis là, c'est que ça se confirme sur, par exemple,
des pays comme la Hongrie, où on voit aujourd'hui Viktor Orban qui parle carrément de sortir de l'UE. Mais même les Anglais, comment ça? Même les Anglais. Les Anglais, alors voilà, sous l'influence de Nigel Farage, UKIP et même Cameron étaient obligés d'accepter les Anglais sont quand même des pragmatiques. Ouais. Ils ont du flegme et ils sont pragmatiques. D'ailleurs, c'est ce que j'ai tout à l'heure avec l'Europe. Ils prennent ce qui les arrange. Oui. Et tant qu'on leur fait des concessions et qu'on accepte ça, ils continuent. Si le jour où on leur dit non, ils s'en vont. Voilà, ils s'en foutent. Et j'ai l'impression qu'on est au stade ils n'ont pas d'idéologie. On leur demande maintenant, en fait, on leur a accordé beaucoup de concessions, beaucoup d'exceptions. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est au stade où maintenant, puisque on passe à l'ère fédérale, où on leur dit, bon ben là, maintenant, vous aurez le choix, vous allez devoir faire des concessions, rentrer dans le fédéral. Mais ça, c'est, et ils ne sont pas d'accord. Alors moi, on parlait d'autre chose. Ouais. Mais juste faire une parenthèse sur ce qu'on appelle fédéral, c'est pas du fédéralisme. Ah, vas-y, explique. C'est vraiment du supranationalisme. Parce que le fédéralisme, on garderait, ce serait justement... De garder sa part de bien sûr. Souveraineté. C'est ce qui se passe pour les Länder allemands, c'est un pays fédéral, c'est ce qui se passe pour les États-Unis. Ah, donc chaque une Europe fédérale, tu dis une Europe fédérale, c'était parti là-dessus. On peut déjà être contre. En termes de souveraineté... fédérale avant, finalement. Peut-être l'Europe. C'est ça. On transférait des pouvoirs, mais on en gardait. Et là, il y a eu une accélération supranationale à un moment donné, jusqu'à ce que, je ne sais plus si je le cite ou je le cite dans une conférence, jusqu'à José Manuel Barroso, qui était l'ancien président de la Commission pendant longtemps, et qui était lui-même un ancien agent trotskiste. Très connu. Très qui disait qu'il était pour un nationalisme européen. Oui. Il avait prononcé l'expression nationalisme européen. Donc il est... Parce qu'il n'existe pas, il y a plusieurs peuples, parce que leur idée de départ, c'est ça, ça ne marche pas parce qu'il y a plusieurs langues, il y a plusieurs peuples. Une démocratie, ça marche quand les mecs ont la même langue et à peu près les mêmes habitudes, quoi. Et j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait un passé commun aussi, quand même. Il faut qu'on ait quelque chose à partager. Il y a un passé européen, oui, et puis il y a un passé européen, mais les liens, par exemple, regarde, entre mais les Bretons, les Savoyards, ils ont fini par être français. Ça peut se faire avec le temps. Ouais, mais ils appartiennent à un même espace. Mais des Français, tu crois, des Lettons, ils vont finir par fusionner? Non, mais ça, il faut pas que ce soit trop grand. Il faut pas que ce soit... Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que chacun... Ça n'empêche pas de coopérer. Ah non, je parle pas, de coopérer. Mais c'est pour ça que là, c'est la fusion. C'est ça, mais être dans une logique d'intégration toujours plus importante, ça, c'est la catastrophe. Parce que même ces pays, ils en veulent pas, même les... Parce que finalement, tu sais, regarde, je me fais l'avocat du diable, mais finalement... c'est récurrent. C'est ton rôle. Voilà, c'est mon habitude. Mais finalement, les petits pays, d'accord, ils vont gagner de l'argent au début, mais sur la longueur, ils ont tout à perdre, puisqu'ils vont être balayés. On les détruit. Ils vont être complètement atomisés. Donc, moi, je peux comprendre les réactions un peu... j'ai vu, donc en Hongrie, il paraît qu'aussi, maintenant, ça commence à se lever en Lituanie. Tout le monde n'est pas d'accord non plus. Ouais, bien sûr. Donc, ces pays-là, parce qu'ils ont un sentiment d'être balayés, surtout que tous discutent sans eux. Le pire, c'est quand tu entends les discours. Alors, tu me diras, est-ce que tu es d'accord aussi avec certains européistes? Alors... pas les européistes les plus, on va dire, fervents, mais justement ceux qui se présentent comme anti-Europe, même j'entends Dupont-Aignan, etc., qui disent « Ah oui, mais finalement, on ne va pas laisser imposer, c'est à la France d'imposer à l'Europe, en fait, ses idées. » Mais ça, c'est ce que voulait faire De Gaulle. C'est ce qu'il a réussi à faire à l'époque de l'Europe des Six, avec une politique très agressive qu'on appelle la chaise vide, c'est-à-dire que c'est le gros caprice, quoi. Veut pas. C'est-à-dire, c'était l'époque du compromis de Luxembourg et du veto. C'est-à-dire, on pose un veto quand on considère qu'un intérêt stratégique pour le pays est en jeu, on ne touche pas. Donc ça n'empêche pas les autres de continuer dans la voie de l'intégration sur tel sujet ou de la normalisation. C'est les mêmes termes que l'URSS. D'ailleurs, je cite l'ancien dissident soviétique Vladimir Boukhovski, dont je conseille la lecture de l'autobiographie qui s'appelle et le vent reprend ses tours, je crois. En tout cas, son autobiographie où il explique, sous Brejnev, comment il était traité en tant qu'opposant dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que c'est l'époque où Brejnev disait il n'y a pas de... Tout le monde est content de la politique. C'est-à-dire il n'y a pas d'opposants politiques, il y a des fous qui ne sont pas contents d'être heureux, donc ils sont fous, mais c'est pas des opposants politiques. Donc au lieu de les mettre au goulag, progrès, on les met dans un hôpital psychiatrique et on les traite comme fous. Donc c'était évidemment... c'est pas que pour les isoler, on pratique aussi sur eux toutes sortes d'expériences que Boukhovski a racontées, qui sont pas tristes, le lavage de cerveau, les électrochocs, enfin c'est toute l'époque de l'HP, quoi. Aujourd'hui, on parle encore des fois on psychiatrise les problèmes, on dit, vous ne pouvez pas dire ça, vous êtes un monstre. C'est-à-dire, on te déshumanise et on te dit,
on va te faire une expertise psychiatrique. C'est ce qui est arrivé récemment, il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, au militant révisionniste Vincent Renoir. C'est ce qui a été proposé pour le député que tu as reçu au début de la semaine, l'ancien député belge Laurent Louis. Ouais. Ça n'a pas été exécuté, mais il y a des hautes personnalités qui avaient proposé de lui faire une expertise psychiatrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dissident européen, c'est pour ça que Bukowski disait UERSS, quoi. L'UERSS. Un de ses livres, c'est l'UERSS. Et il avait fait une vidéo où il disait j'ai connu votre avenir, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et c'est ça. C'est exactement ça. Bah, c'est autant dire que, très sincèrement, c'est vrai, en plus, je vois très bien la vidéo dont tu parles. Dès qu'on voit cet effondrement du mur de Berlin, on voit qu'effectivement un empire s'effondre à l'est, mais un autre naît à l'ouest. Et cette Union européenne, elle devient impériale à partir de ce moment-là, elle s'étend, et puis ça devient très autoritaire. Et un truc qui est marrant, c'est Philippe de Villiers qui était reçu pour le Puy du Fou par Vladimir Poutine cet été, au mois d'août, et qui a dit une chose qui n'étonnera ou qui n'a étonné que ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je connais très bien Villiers et j'ai lu tous ses livres. Et il a dit, dans le temps, la menace était à l'Est avec le communisme. Lui qui a écrit en 90 La chaîne Kim Yol, qui est vraiment sa métaphysique anticommuniste, c'est vraiment un livre à lire, La chaîne Kim Yol, où il disait, aujourd'hui, donc en 2014, donc l'été dernier, aujourd'hui, c'est l'Ouest qui cherche à nous bouffer, c'est l'atlantisme. Donc le monstre change de camp, mais c'est le même monstre. C'est la même idéologie collectiviste, uniformisatrice, le rouleau compresseur, on écrase tout, on veut tout uniformiser par la force. Oui, il y a juste le dogme qui change, finalement, c'est un dogme libéral du marché, mais qui vaut, Parce que quand on parle de concurrence, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. C'est pour ça que, moi j'explique vite fait, je sais plus, j'ai un peu mélangé, je sais plus si c'est dans ce livre-là ou dans Résistance et Tradition qui est sorti en 2013, que les socialismes... Mais Philippe Landeux pourrait dire la même chose quand on parle de République, ou de démocratie. Les mots n'ont plus le sens qu'ils ont, mais quelqu'un aujourd'hui qui se dit socialiste, c'est pas du vrai socialisme. Ça n'empêche pas que je suis antisocialiste, autant l'ancien que le nouveau, mais n'empêche que... C'est pour ça que je suis pas vraiment national-socialiste. Je suis pas assez socialiste. T'es pas assez socialiste. C'est un mauvais nazi. Mais, non. Mais les mecs de droite le sont pas plus. C'est-à-dire qu'un libéral, au sens qui pour moi sont les vrais libéraux que je respecte beaucoup, notamment je parlais de Frédéric Bastiat, qui n'est pas étudiant en France, mais on parle de Maurice Allais, mais bien avant Maurice Allais, Frédéric Bastiat, qui est un mec des Landes, qui enseignait dans toutes les grandes universités américaines et anglaises, il n'est pas étudié en France. Et qui est de la même veine que Benjamin Franklin, quoi. Benjamin Franklin, lui aussi, qui disait les mêmes choses. Et, on peut parler de Tocqueville aussi, qui a à peu près la même critique de la démocratie en tant que... Tocqueville, c'est les gens voteront comme on leur dira de voter. Non, cette fameuse citation de Tocqueville. Tocqueville a décortiqué la démocratie en Amérique. Et il a bien vu les limites du système. C'est ce que je vais pas répéter, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il a comprendre, mais lui donne les exemples de l'époque. Et ça s'est amplifié parce que aujourd'hui, c'est de plus en plus avec la communication elle est plus individuelle, c'est du massif. Bon là, on a la télé, je peux critiquer la télé, mais tu vois, tu mets des gens devant une télé, ça rentre plus vite que quelques discours politiques de temps en temps, quoi. Tout à fait, bien sûr. C'est une arme de destruction massive, la télé. Bien sûr, donc tu matraques, en 15 jours, le mec, il formatait. Tocqueville, c'était le début. Il a décrit le début, ses critiques étaient vraies. Donc Tocqueville, Bastiat, Franklin, c'est ça les libéraux. C'est pas quelques entreprises qui se partagent le marché. Il n'y a rien de libéral là-dedans. Donc c'est un faux libéralisme, c'est un faux socialisme. C'est pour ça que les mots sont viciés. C'est même du faux... comment dire, c'est du faux européisme, puisque l'Europe est au moins des États-Unis, avec l'OTAN, avec les... on est en train de découvrir ce qu'on savait déjà. Moi, j'ai cité dans Résistance et Tradition certains rapports des années 90, mais Snowden les a vraiment les a divulgués entièrement, quoi, intégralement. On est jusque dans les bureaux des commissaires et des premiers ministres et des chanceliers des pays européens, et ils sont écoutés, quoi.
Oui. Et dire, parce qu'on passait pour des complotistes quand on disait non, ça. Mais là, c'est pas un statut d'allié, c'est même pire qu'un vassal. Là, c'est pire qu'un vassal. Tu vois, quand on sait que c'est un mercenaire, c'est de la chair à canon. Ils écoutent, on a vu la présidente brésilienne, enfin ils n'ont aucun... Ce qui sont censés être des alliés, donc je ne raconte même pas comment ils traitent leurs ennemis, puisque là on parle de gens qui sont censés être alliés. Et Snowden explique aussi, parce que lui, il explique les deux, comment ils traitent leurs alliés, qui sont pour eux leurs serviteurs, et comment ils traitent eux qui l'intéressent plus, leur propre population. Lui, c'est pour ça à la base, qu'il a balancé. C'est pas pour les pays étrangers. Non. C'est pour son peuple. Oui, tout à fait. Alors on peut me dire, et c'est là d'ailleurs que je vais attaquer en même temps. Je vais attaquer. Critiquer, parce qu'il faut critiquer, parce que aujourd'hui on perd. Tu vois, le camp souverainiste perd. Pourquoi ? Parce qu'il est mauvais. Moi j'aimerais quand même... Tu vois, on parle de propagande là. Je suis en train de préparer un roman sur l'ingénierie sociale. C'est extraordinaire, le niveau de manipulation qu'il peut y avoir. Mais quelqu'un qui est manipulé, fondamentalement, il est quand même manipulable. Parce que quelqu'un qui ne l'est pas, il sera moins manipulé ou ne sera pas du tout. Donc, il y a une partie, il faut se remettre en question quand même aussi. Et si on perd, c'est pas pour rien. Et moi, ce que je déplore, c'est que dans le camp souverainiste, il y a plusieurs, donc anti-mondialistes en fait, on pourra en reparler, mais il y a plusieurs types. Mais généralement, c'est les mêmes défauts. Le défaut du passéisme, par exemple. C'est-à-dire de toujours reparler des références du passé qui a échoué et de se complaire une espèce de romantisme d'échec. Ça fait plaisir, on se fait plaisir entre nous, la vieille époque. Même pas une époque où on était gagnant. Les mecs se remémorent des époques où ils auraient pu gagner, où ils ont déjà perdu. Tu vois, par exemple, le 6 février 1934. On aurait pu prendre le pouvoir à ce moment-là. On va revivre éternellement le 6 février 1934, alors qu'on célèbre déjà un échec. Et c'est tout, tout est comme ça. Donc moi je dis, il faut essayer d'aller un peu de l'avant et de réfléchir sur la situation actuelle et pas toujours de ressasser le passé ou les références du passé. Quand il y a des partis gaullistes on peut prendre ce qu'on veut du gaullisme, mais un parti qui se dit intégralement gaulliste, qui se définit comme ça, moi je suis gaulliste. C'est un peu le cas de DR, quand même. Bien sûr, mais c'est totalement le cas de Debout la France maintenant. Debout la France, c'est vrai, ils ont changé. Ils ont bien fait d'abandonner la République. C'est pas qu'ils ont bien fait, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas le choix, le nom était pris. Et le nom a été abandonné, au bout d'un certain temps qu'il est plus utilisé, il redevient disponible, hein, c'est une question de droit. Et donc, dès qu'il a été libre, ils l'ont repris. D'accord. Donc maintenant, Debout la France, on parle de Nicolas Dupont-Aignan, qui lui, ses partisans se définissent comme gaullistes, mais les gens s'en foutent. Moi j'entends tous les jours des discussions privées, soit qu'on me parle à moi directement, soit des discussions dans le bus, ou dans les transports, dans la rue, ou à la télévision, enfin dans les émissions de débat. On interroge une personne sur De Gaulle, oui, c'est la bonne époque, De Gaulle, hein, la reconstruction de la France, la souveraineté, mais tu lui dis, il faut faire une politique gaulliste, le mec il t'envoie chier, il en a rien à foutre. C'est pas ça qui va le faire jouir, si tu veux. Oui. Ça va plaire à des vieux militants de la première heure, ou des nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue en plus. Les jeunes militants de Debout la République, Debout la France, ils ont 30 ans ou 20 ans. Non, mais bon, ils glorifient aussi un certain passé, ça c'est peut-être pas tort. On est tous là aussi. Mais c'est pas le seul passé qu'on a en France, quand même. De Gaulle lui-même disait, la France c'est tout, on prend tout, et moi c'est un peu orgueilleux peut-être, mais moi je continue Richelieu, je continue les rois de France, même la République, Jeanne d'Arc, enfin, il y a eu des héros avant lui, je veux dire, il y en aura d'autres après, j'ose espérer que la France n'est pas finie. Si De Gaulle est le dernier, ça veut dire que c'est fini. Il ne faut pas que ça le soit. Donc si on se place déjà dans ce paradigme-là en disant « c'était le bon temps », c'est fini. On va revivre, on vit dans le passé. Alors, ça peut être rassurant de vivre dans le passé, mais on ne fera rien, on ne fait pas une révolution. Moi, je parle de révolution au sens de revenir, mais de revenir avec les conditions d'aujourd'hui.